Puis, je me présente Émilie, enchantée d'être présente avec vous ce soir pour cette activité AIPI. Un événement organisé en collaboration avec les étudiants de Marianne, François et Elise, c'est ça? Isa. Et Nathalie. Peut-être que je vais vous laisser présenter les intervenants et les communications que vous allez nous faire. Merci d'être présents quand même aujourd'hui, parce qu'on est moins nombreux que prévu, il y a beaucoup de malades, donc on sera à la force. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc voilà, nous on va vous proposer deux personnes, deux témoins qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer avec Madame Braham, qui est professeure et directrice de cursus à l'Elmo Mode. Et elle vient nous présenter le projet Elmo Show, qui s'est arrêté au cours de l'année dernière. Et donc, elle a un peu de recul aujourd'hui pour nous en parler librement. Et voilà, elle nous a préparé une petite présentation. Je vous laisse la place. Oui, merci. Donc, effectivement, donc moi, je suis Laetitia Braham, je suis directrice de Elmo Mode depuis maintenant 8 ans. Et nous avions pour habitude de clôturer l'année avec un défilé de mode qui présentait les créations des étudiants au grand public. Alors, c'était un événement qui se déroulait au Country Hall de Liège, où on était bien dans le coin, et qui accueillait entre 1500 et 2000 personnes. C'est un très gros événement pour nous, un très gros événement pour nos étudiants, sachant que notre cursus comporte environ 200 étudiants. Alors, toute l'année, ils travaillaient merci beaucoup. Toute l'année, ils travaillaient à cet événement. Et ce soir, je vais un petit peu vous présenter la manière dont on a orchestré et mis sur pied cet événement qui était assez colossal, donc d'un point de vue pédagogique. Mais et aussi, je terminerai par la petite problématique, la problématique que nous rencontrons, que nous avons rencontrée avec les enseignants. Alors, pour un petit peu contextualiser, eh bien, nous sommes Elmo, nous formons des bacheliers en stylisme et technique de mode, ce qui signifie que, contrairement aux écoles d'art, nos étudiants certes créent, mais surtout confectionnent et réalisent. Donc, ils créent le patronage, ils confectionnent l'événement eux-mêmes, ils choisissent les tissus, les matières, etc. Donc, il y a cette notion technique qui est fondamentale au sein du cursus. Et le défilé, quelque part, il met vraiment en valeur surtout la partie stylistique et créative du travail des étudiants, puisque forcément, de loin, on ne voit pas les coutures, la manière dont c'est fait, etc., les détails. Alors, nous travaillons par projet toujours, toute l'année, tout rythmé sur base de différents projets. Donc, le défilé, c'est plus la présentation de tous les projets, mais un projet enchaîne un autre projet. Il y a vraiment une continuité dans les projets. On est à fond dans la pédagogie par projet pour tout. C'est-à-dire que les étudiants vont recevoir une thématique pour travailler, par exemple, le premier projet, c'est un projet pour apprivoiser la couleur. Le projet couleur, c'est un thème en rapport avec ça. Et ils doivent confectionner au départ de ce thème-là. Quand le projet couleur est terminé, on enchaîne avec le projet volume. Et donc là, ils doivent intégrer du volume. Et donc, tout s'enchaîne constamment. Alors, l'équipe, de manière globale, tous les enseignants participent au défilé. Il faut savoir que les enseignants, ils ne travaillent pas toute l'année, parce que leur métier, ce n'est pas de l'organisation d'événements. Ils accompagnent les étudiants dans le cadre de leur création, mais les semaines qui précèdent le défilé, tout le monde est dedans. Donc, tout le monde est mis à contribution via des tâches différentes qui lui incombent. Donc, on crée une sorte de groupe. Chaque prof a un groupe dans lequel les étudiants s'inscrivent avec une tâche et l'enseignant va superviser la tâche en relation avec cet événement. Donc, j'ai un enseignant qui était coordinateur du défilé, donc une personne ressource qui, lui, gérait toute la partie, la scène, les contacts avec les entreprises extérieures. C'est lui qui tirait vraiment les ficelles de tout le défilé. Et puis, toute l'équipe organisait quelque part, s'occupait de la partie plutôt opérationnelle. Alors, le nombre d'étudiants, donc un peu moins de 200 étudiants,
sur les 3 ans. Tous les projets ne défilaient pas, puisqu'un projet qui avait échoué n'était pas présenté évidemment au grand public, puisque le but c'était quand même que ce soit qu'on montre le travail validé quelque part au public. Alors, si je fais un lien avec notre référentiel de compétences, donc ça, c'est un petit peu théorique à ça parce que c'est pas tout à fait comme ça que je fonctionne, mais ça devait apparaître dans le PowerPoint. Donc voilà, le référentiel de compétences, les points en relation avec le projet. Eh bien, nous visons à permettre aux étudiants d'apprendre à communiquer, à informer, collaborer, s'engager dans une démarche de développement professionnel. Donc tout ça, tout le défilé quelque part, il reprend un peu tout ça. La notion liée à l'ancrage dans le monde professionnel, à savoir que ils sont peut-être susceptibles un jour d'organiser leur propre défilé, leur propre événement, développer la créativité, puisqu'on réfléchit ensemble à comment on va faire pour faire défiler les mannequins en 3e. Les étudiants de 3e présentent une collection complète de 15 pièces réparties sur 6 ou 7 mannequins. Et eux, ils gèrent tout. Ils gèrent la chorégraphie des mannequins, ils vont gérer le choix de la musique. Ils sont vraiment leur propre chef d'orchestre, quelque part, c'est leur moment. Les 3e, ça, c'est la 2e partie pour eux, c'est génial parce qu'ils s'occupent de tout. Ils gèrent carte blanche pour leur passage défilé. Donc, ça va à la fois chercher des soft skills, puisque on va parler de tout ce qui est organisationnel, communication, etc. Et du côté des cours, on va essentiellement, à travers le défilé, représenter les cours d'atelier, puisque c'est là qu'ils auront confectionné les silhouettes, l'atelier de stylisme, puisque c'est là le cours de stylisme, puisque c'est là qu'ils auront pensé leur création, et puis l'entrepreneuriat, puisque c'est clairement un projet qui nécessite un esprit d'entreprise. Alors, l'évaluation de l'année porte sur les créations et non sur le défilé. C'est-à-dire que le défilé n'est pas évalué, ça ne fait pas l'objet d'une évaluation, d'une cote ou quoi. Et d'ailleurs, le défilé, il a lieu après les examens, quand toutes les jurys, donc les créations des étudiants sont présentées à un jury de professionnels extérieurs, et quand les jurys sont clôturés, seulement a lieu le défilé. Donc, il n'y a pas d'évaluation qui porte sur le défilé. Chaque année, plusieurs projets sont présentés. Donc le défilé en moyenne durait plus ou moins 3 heures, 3 bonnes heures. La première partie, c'était les projets bloc 1, bloc 2. Et la deuxième partie, comme je vous disais, la collection entière des 3e. Donc les projets, les étudiants de première présentent 3 fois une silhouette, 3 fois un projet. En deuxième, ils présentaient 2 projets plus 3 silhouettes de fin d'année. Et en 3e, la collection complète. Et donc, tout cela était présenté via une CNO, comme vous voyez, travailler. Cette année, la thématique, c'était les néons. L'année avant le Covid, c'était des franges type version paillettes, style un mur de paillettes. Chaque année, une thématique un peu différente. Une autre année, c'était des néons version années 80 qui sont croisés. Enfin, c'est toujours génial. C'est toujours extraordinaire. Alors, la ligne du temps. Comment est-ce qu'on gère? Alors, donc, au tout début, cette ligne du temps, elle concerne les 3e. Donc, je vais essentiellement zoomer sur les 3e qui, eux, présentent la collection complète et qui gèrent toute la partie scéno, musique, etc. Alors, à la fin de la du bloc 2, quand la proclamation a eu lieu, avant de partir en vacances, ils voient les profs de stylisme et d'atelier qui leur annoncent le thème sur lequel ils vont travailler l'année qui suit, en septembre. Et donc, ils peuvent décanter juillet-août et nourrir leur créativité comme ça et revenir avec quelques idées. Donc, quand ils reviennent au mois de septembre, le premier cours, c'est ça. C'est une petite réflexion avec les enseignants. Tiens, à qu'as-tu pensé? Que t'inspire le thème? Vers quoi est-ce que tu vas aller? Comment vas-tu le traduire, etc. Donc ça, on est alors au mois de septembre. Donc, ils reçoivent également toutes les consignes, ce qui est bien attendu d'eux pour la création de leur collection. Alors, vers le mois de février, après les examens, ils présentent leur premier prototype à quelques membres du jury. Donc, c'est un mini-jury qu'on appelle ça, composé environ de 2 ou 3 personnes. Et là, ils présentent dans une toile, souvent plutôt neutre, leur premier proto. Ils expliquent vers où ils veulent aller, leurs aspirations. Et là, ils ont déjà un premier retour de l'extérieur.
Donc, bien sûr, ils ont constamment un retour de leurs enseignants, mais dans le but de ne pas être le nez dans le guidon, on fait toujours appel à des jurys extérieurs qui vont venir donner d'autres idées et nourrir leur créativité. Alors, donc là, on est en février et donc la deuxième partie de l'année, les étudiants sont en autonomie. Et ça, c'est très important parce que autant ils ont des cours, le premier quadrille clôture tous les cours théoriques et les cours, donc théoriques, j'entends les cours de langue, il y a néerlandais, anglais, il y a marketing, il y a entrepreneuriat, tous ces cours-là, ils les clôturent au premier quadrille. Et au deuxième quadrille, ils font leur collection en autonomie, en parallèle des stages. Donc, ils gèrent. On considère qu'ils doivent être à ce stade-là autonomes pour la gestion stage et surtout de leur collection. Et puis en juin, ils présentent un jury beaucoup plus développé, composé de beaucoup plus de personnes, environ, il y a quand même chaque fois au jury au moins 4 extérieurs plus les profs, donc ça représente quand même une bonne dizaine de personnes, c'est assez intimidant. Ils présentent leur collection, leur thématique sur mannequins vivants, hein, personne, pas sur des bustes. Donc, ils reçoivent alors leur retour. Il faut savoir que le jury ce n'est pas le jury qui va évaluer. Il va faire un retour sur ce qu'il voit, mais il ne va pas donner une cote. Et donc, les enseignants vont tenir compte de l'avis du jury lorsqu'ils vont statuer d'une cote, mais ce n'est pas les membres du jury qui vont décider. C'est toujours l'enseignant qui va garder la main mise sur l'évaluation, les professeurs de stylisme, les professeurs d'atelier. On est dans une épreuve intégrée ici. Alors, le show avait lieu en général vers le 22, 23, 24 juin, où là, on présentait au grand public et tout cela, bien sûr, avant les remises des résultats, pour éviter qu'un étudiant qui est frustré dise « Oh, je ne viens pas ». Voilà. Voilà. Alors, donc là, j'ai parlé de ça. Ah oui, le travail de fin d'études, c'est la collection de l'étudiant. C'est ça son travail de fin d'études. En parallèle de quoi, il propose également un TFE écrit. Donc, dans lequel il va. Donc, le TFE écrit, c'est plutôt un objet graphique qui est supposé donner envie au lecteur de découvrir la collection. Donc, il va expliquer son inspiration, il va mettre des extraits parfois de tissus, des photos, des images, des premiers croquis. Il va, à travers son book, on va appeler ça, il va présenter sa collection, mais un peu comme une sorte de teaser, comme ça, pour expliquer son thème et sa démarche, etc. Et puis, le TFE, forcément, est une sorte d'intro à sa collection qu'il présente. Voilà pour ce slide-là. Alors, du côté de l'organisation du défilé, oui, c'est un petit peu indigeste, mais je vais un peu résumer. Alors, du côté ici, on a quoi? Un tableau des tâches, c'est-à-dire que les tâches sont assez nombreuses. Il y a des tâches qui se font bien avant, comme par exemple la réflexion par rapport à CNO, la réflexion par rapport au thème, tout ça, au thème du défilé, donc la déco. Donc tout ça, les étudiants sont mis à contribution pour tout. Et puis il y a des tâches beaucoup plus pratico-pratiques comme l'aménagement de la salle, le rangement de la salle, la gestion des sandwichs, on a quand même 350 mannequins, ben voilà, on leur donne quand même à manger et à boire. Donc toute la logistique. Donc chaque étudiant, ils ont le choix. Donc vers le mois de novembre, on leur remet, on affiche au Valve ce tableau qu'on appelle tableau des tâches, avec un enseignant qui est responsable de chaque volet et les étudiants s'inscrivent où ils le souhaitent. Donc, on ne va pas leur imposer quelque chose, mais on attend d'eux qu'ils assument cette tâche à laquelle ils s'engagent. Donc, ça, c'est pour l'organisation, le tableau des tâches. Alors, ici, on a, oui, c'était le petit rappel de comment on va s'organiser la semaine qui précède, enfin les jours qui précèdent le défilé. Voilà la communication que vous devez faire à vos mannequins, parce qu'il faut savoir que les étudiants trouvent eux-mêmes leurs mannequins. Donc, ils doivent faire des recherches pour trouver des personnes pour défiler pour eux. Et c'est d'ailleurs une difficulté supplémentaire pour eux que, ben, vous voyez, il y a des gens qui se désistent à la dernière minute et le soir même du show, ben, ça arrivait chaque année que, ah ben mince, même mon mannequin n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, toute une série de consignes, à quelle heure vous devez arriver, voilà les projets, tel projet se passe à telle heure, etc., etc. Ici, nous avons un document qui est en relation avec les sponsors. Chaque étudiant doit amener une contribution sous forme de sponsor pour qu'on puisse financer l'événement. Il faut savoir que le défilé coûte entre 35 et 40 000 euros et qu'on n'a pas ça à sortir, ben déjà la location de la salle, la location du catwalk, du mobilier, le son lumière, le DJ, tout ça, plus le catering en police, bref,
c'était immense. Et donc, forcément, nous, on n'a pas ça dans notre caisse. Et donc, les étudiants sont mis à contribution. Chaque étudiant apporte 150 € sous forme de sponsor de préférence. Alors, il peut dire, bah, moi, je n'ai pas trouvé de sponsor. Alors, il doit le ramener de sa poche. Et s'il trouve son sponsor plus tard dans l'année, alors on le rembourse et on facture alors à son sponsor. Donc, ça, c'est le document des étudiants. Et les sponsors, en échange, reçoivent la possibilité de passer en boucle à l'accueil. Donc, il y a un PowerPoint qui va passer en attendant pendant que les gens s'installent et ce genre de choses. Donc, les sponsors sont mis à hauteur de ce qu'ils ont proposé, sont mis en valeur. Et alors, ceci, c'est un exemple de fiches mannequins. Par exemple, les étudiants doivent rendre pour une date vers le début du deuxième quadri, doivent déjà avoir leur mannequin pour être sûr de ne pas être pris de court. Et donc, ils doivent rendre la fiche mannequin, voilà les coordonnées du mannequin, voilà dans quelle classe ils sont, les mensurations du mannequin, des photos du mannequin. Alors, on est sur des mannequins à taille classique. L'avantage d'avoir des mannequins qui ont plus ou moins tous la même taille, c'est que justement, quand un étudiant a son mannequin et qu'il le lâche à la dernière minute, il peut aller demander à un petit pote, est-ce que tu peux pas me prêter ton mannequin qui passe 2 passages avant pour me dépanner parce que moi, voilà, le soir de l'événement. Et donc, ça vient chercher du côté des soft skills, les compétences de rebondir, trouver une solution. Voilà, ça fait partie de la vie et de l'organisation d'événements. Alors, voilà, ceci, c'est un exemple de notre... Ici, là, vous voyez l'exemple de notre affiche. La thématique, c'était l'upcycling, et donc on avait décidé nous-mêmes d'upcycler l'affiche qui reprenait chaque fois un extrait des affiches des années précédentes pour en créer une nouvelle pour cette année-là. Et donc, on avait toutes les infos. Donc, cette affiche-là, la publicité du défilé, quelque part, elle était diffusée sur les réseaux. Avant le Covid, on faisait des campagnes d'affichage. On n'a plus fait après pour des raisons écologiques, donc on s'est limité à diffuser sur les réseaux et ça a très bien suffi. Et donc, comme on voit ici, nos sponsors, des sponsors qui nous donnent soit un prix, soit de l'argent, pouvaient figurer sur l'affiche ou sur les réseaux sociaux. Alors, là, le déroulement de la sélection. Voilà, les projets qui défilent sont les projets qui sont validés. D'abord, on en a parlé, le jury composé d'environ 12 personnes internes et externes à l'école. Ensuite, le soir même du défilé, il y a un autre jury qui vient donner une appréciation et qui vient remettre des prix à l'étudiant, donc en troisième, ça c'est vraiment pour la deuxième partie, aux étudiants qui se seront, d'après eux, distingués. Et donc, parmi des exemples de prix, eh bien, il y a Watitude à Liège qui offrait la possibilité d'être exposé dans sa boutique. On a le théâtre de Liège qui ouvrait ses portes et qui proposait un petit stage à l'étudiant qui avait envie de venir tester les coulisses du théâtre et travailler dans les ateliers. On avait aussi WBDM, donc c'est Wallonie-Bruxelles Design Mode, qui offrait une couverture médiatique. Donc voilà, c'est l'exemple de prix que les étudiants recevaient. On avait aussi un fournisseur de machines à coudre qui offrait une machine à coudre. Mais les prix sont assez prestigieux parce que ça permet vraiment à l'étudiant d'être mis en avant, soit via l'aspect presse, soit via l'aspect physique en magasin, ce genre de choses. Alors, pour faire le lien avec les critères d'évaluation, de sélection des projets qui défilent, eh bien, il y a ici, on va avancer la bonne qualité technique de la confection de la silhouette, le bien aller sur corps, le fait que la silhouette créée soit moderne et contemporaine. Je clôture, ok. L'impact visuel sur podium, parce que voilà, il faut que la collection soit parlante sur podium, mais un étudiant qui a réussi d'office y défile. Et le nombre aussi, ouais, donc pour qu'il y ait un effet de collection, en troisième, il faut au moins qu'il présente sur 5 mannequins différents, sur 5 silhouettes pour avoir cet effet de collection. Ouais, mais juste la même chose. Ah oui, c'est ma collègue, elle faisait des effets avec. Elle m'a fait le PowerPoint, elle a fait des effets. Elle est formidable.
Voilà, ceci sont des petits exemples de l'organisation. Voilà, tous les mannequins sont affichés dans les coulisses. On voit exactement comment, pour savoir comment les habiller. Donc, si moi j'aide quelqu'un à habiller ses mannequins, ben, ok, j'aide dans ça. Alors, les troisièmes, ils ont carrément une loge, hein, ça c'est du luxe. Mais dans leur petite loge, ils ont leur tringle avec les vêtements, avec les photos affichées. Comme ça, si un collègue vient les aider à habiller, il voit exactement ce qui va avec quoi sur les photos. C'est ultra organisé. On reçoit, donc nous, les enseignants qui coordonnent les mannequins, les maquilleurs. Oui, ça, je n'ai pas dit, on travaille avec Maria Goretti, les Peter pour le maquillage, la coiffure, etc. On reçoit un plan avec qui va où. Enfin bon, c'est assez organisé. Et voilà, du côté des collaborations, make-up, coiffure, on travaille avec des collègues qui commencent d'ailleurs très tôt, hein, on commence à maquiller vers 13 heures pour démarrer le show à 20 heures, parce qu'il y a quand même 350, parfois 400. Donc, c'est assez costaud, vous imaginez qu'on ne peut pas improviser. Donc, voilà. Et alors, pour clôturer, ceci, c'est mon dernier slide. Donc, le défilé ne se fait plus pour lui, entre parenthèses. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus jamais de l'abbaye. Ça veut juste dire que là, pour le moment, on ne le fait plus. C'est remplacé par un autre projet qui est moins énergivore. Mais quand on analyse un peu, eh bien, on se rend quand même compte que, ben, oui, c'est quand même vachement complet comme exercice, comme mise en pratique quelque part de ce qui a été enseigné aux étudiants, et surtout, ça mobilise énormément de compétences, énormément. Et en plus, c'est une vraie valorisation de leur travail. Les étudiants sont super fiers de pouvoir montrer leur création dans des conditions professionnelles, parce qu'on fait vraiment ce qu'il faut pour que ça soit un événement pro. Voilà, donc de ce côté-là, on est vraiment il y a énormément de qualité à ce projet. Et puis, du côté des frais, eh bien, c'est évidemment le côté colossal, hein. C'est une organisation immense. Et donc, du point de vue, c'est en fin juin, quand tout le monde est bien sur les genoux, là. Du coup, on doit encore mettre un bon paquet. Donc, ça, c'est vraiment c'est assez lourd à gérer. Et la grande problématique qu'on a rencontrée au dernier défilé, c'était le manque d'implication des étudiants, vraiment. Alors, ils s'inscrivent dans le tableau des tâches, et puis le soir du défilé, par exemple, oh, j'ai dû repartir avec ma maman, j'ai pas su ranger. Oui, mais c'était dans la tâche rangement de la salle, quoi. Enfin, et c'est toujours 10 000 excuses. Et pareil pour certains étudiants qui ne se présentent juste pas parce que leurs projets ne sont pas sélectionnés, ou voilà, x, y raison. Et donc, ça a été très dur pour l'équipe d'enseignants de gérer l'événement, parce que c'est très lourd à organiser, et que sans les étudiants, ou s'il faut repasser derrière eux, ça n'aide pas. Et donc, bon, ça c'était une première raison. Après, il y en a eu d'autres, mais qui ne rentrent pas dans l'aspect pédagogique, comme par exemple le lieu Montréal qui était en liquidation. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui est advenu. Enfin bon, il y avait plein d'éléments qui fait que, bon, stop, on va un petit peu remettre en question cet événement et y repenser. Donc là, ici, la problématique avec laquelle je viens, ben, c'est ça, c'est le manque d'implication ou engagement des étudiants à assumer peut-être ce dans quoi ils sont engagés. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions d'approfondissement ou des précisions de la part de Peut-être juste une petite, je sais que vous l'avez dit au début, mais le nombre d'étudiants, vous l'avez mentionné, et ceux de troisième, ils sont combien en troisième? En troisième, à présenter une collection comme ça au défilé, ils sont... Alors, les troisièmes, ils ont tendance à étaler leur année sur faire une fois les stages, une fois la collection. Donc, je vais dire qu'on présente environ, allez, une quinzaine de collections. Dire ça comme ça. Une quinzaine d'étudiants. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Merci pour notre exposé qui est à milieu de ce que je fais habituellement. Vous êtes dans la science? Voilà. Par contre, il y a quelque chose qui me semble commun, c'est la créativité. Et la créativité, je ne l'ai pas bien perçue, et donc c'est une question vraiment d'éclaircissement. Comment est-ce que vous l'évaluez? Parce que moi qui ne suis pas dans le monde de l'art, on pourrait dire
ça pourrait être fantasque. Oui. Et donc, comment est-ce que vous évaluez la créativité, donc le critère créativité de Oui. production? Alors, il faut savoir que ce critère dont vous parlez ne rentre pas dans le cadre du défilé parce que l'évaluation ne porte pas du tout sur le défilé, mais sur les créations. Alors, donc là, la créativité, c'est lié au cours de stylisme. En stylisme fait partie d'une épreuve intégrée, donc avec le cours d'atelier et de dessin technique. Et donc, en gros, donc là, c'est la question que vous me posez, c'est une question quelque part qui se retourne vers l'enseignant, vers le prof de stylisme. Mais réellement, l'enseignant, il va guider l'étudiant et il va suivre plutôt son évolution. Donc, c'est vrai que la créativité, ça reste subjectif quelque part. C'est tout ce qui est artistique quelque part, c'est subjectif. Mais l'enseignant, alors, il va plutôt évaluer l'aspect, comment l'étudiant a approfondi son thème, les pistes qu'il a creusées, comment il a évolué. Plutôt ça que, effectivement, l'aspect créatif qui reste très flou en termes de définition. Mais là, ça rentre dans un pot, quoi. Ce n'est pas uniquement le cours de stylisme. Et donc, d'ailleurs, cette épreuve-là, elle rentre dans le cadre du TFE aussi. Donc, le book également va être évalué avec. Donc, stylisme, c'est un volet, un levier quelque part pour établir la cote de cette UE, quoi. Alors, j'ai une Oui. petite question. Alors, désolé, hein, moi, Allez-y. bon, j'ai vu des vêtements qui me semblent plus des vêtements de soirée, dit comme ça, des robes longues et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des vêtements techniques, ou bien des vêtements plus pour le sport, des vêtements pratiques C'est marrant que vous posiez la question parce que on vient de terminer un projet avec Decathlon. Et alors, je fais la petite parenthèse, hein. Donc, effectivement, c'est un projet upcycling. Donc, l'upcycling, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais dans la mode, c'est l'idée de reprendre un vêtement qui existe déjà et d'en refaire autre chose, de réexploiter tel quel. Et donc, Decathlon, en fait, a mis en place son projet Seconde Vie où il récupère, notamment sur les festivals, il y a des conteneurs et les festivaliers peuvent mettre leurs tentes si elles sont abîmées, foutues ou quoi, sacs de couchage. Et ils ne savent pas très bien quoi en faire. Donc, c'est très bien de récupérer, mais ils ne savent pas très bien comment les réexploiter. Et donc, on a mis en place un projet, une collab avec eux, où ils nous donnaient, donc c'était avec les étudiants de deuxième, chaque étudiant recevait un kit dans lequel se trouvait un sac de couchage usagé, une tente abîmée, kimono et les gilets bleus et blancs des vendeurs Decathlon. En gros, les matières dont ils ne savent que faire. Et donc, les étudiants avaient pour consigne de reconfectionner une silhouette en relation avec une discipline sportive de leur choix, uniquement à base de ces matériaux-là. Et là, je ne sais pas si j'ai une connexion ici, mais je vous invite à aller checker les résultats parce qu'ils sont c'est vraiment impressionnant ce que les étudiants ont fait. Je suis fan de mes étudiants. Ils font vraiment des choses absolument magnifiques. Sur base uniquement de ça. Alors, du coup, votre question, c'était plus par rapport... Vous pouvez me répéter la question? Oui, donc, est-ce que c'est des vêtements essentiellement de sortie? Ah oui, non, pas spécialement. En fait, le but n'est pas du tout que ce soit portable. Le but n'est pas du tout que ce soit non plus un vêtement de soirée ou quoi que ce soit. D'ailleurs, quand l'étudiant va travailler un projet volume en première, par exemple, bien, il va avoir pour consigne d'intégrer, je ne sais pas moi, un carré avec ça dans un vêtement du quotidien. Donc, on va avoir dans le couloir, quand les profs évaluent, on voit sur buste comme ça des vêtements un peu cubiques. Et le but n'est pas que ce soit portable, mais c'est pour l'exercice. Et donc, les troisièmes, dans le cadre de la présentation de leur collection, bien sûr, ils ont toute une série de consignes. Ils ne doivent pas forcément être dans des créations conceptuelles de fou, mais pas des pratiques non plus, c'est ça. Donc, ça, c'est assez libre. Et d'un autre côté, s'ils ne se lâchent pas un peu au cours de leurs études, ils n'auront plus l'occasion de le faire. Et aussi, dernière chose, ça n'a aucun intérêt de refaire exactement un chemisier tel qu'on en voit 10 milliards au mètre carré, un pantalon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on leur demande beaucoup plus, on leur demande beaucoup plus que ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comment ils vont intégrer une thématique et parler à travers leurs vêtements d'un sujet. Et c'est ça l'intérêt. Et quand on parle d'inspiration, c'est ça, en fait, dont il est question. Oui. Du coup, la finalité, c'est aussi une question. Ouais. La finalité du métier, c'est quoi? Alors, leur débouché, par exemple. Oui. Alors, c'est variable. Donc, s'ils restent du côté de la création, par exemple, on a des étudiants qui travaillent, ils font le stylisme, ils dessinent chez JBC, chez Lola Elisa, dans des boîtes comme ça. Ça, c'est s'ils ont envie de créer. Ou chez des plus petits créateurs qui vont faire la cérémonie ou la robe de mariée, par exemple.
Ceux qui sont plus intéressés par la partie technique vont pouvoir faire du patronage ou monter des dossiers techniques. On a des étudiants, par exemple, des alumni qui travaillent chez Nathan à Bruxelles. Ils font ça, ils font le patronage et la confection en atelier. Il y en a qui partent à l'étranger pour superviser une production, puisque d'un point de vue technique, ils sont bien formés, ils ont les compétences pour dire non, ça c'est bien cousu, ça ne l'est pas bien, ça ne va pas résister. Donc, l'idée de la supervision d'une production. Ils peuvent aussi développer, on a des alumni qui développent la gamme accessoire d'une marque de prêt-à-porter, par exemple, et donc ils vont dans l'accessoire. Donc, ils ne restent pas forcément toujours dans le vêtement. Voilà, ce sont des exemples. Ou alors le théâtre, l'opéra, la création de costumes, le stylisme sur un plateau de tournage. C'est des exemples. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Avec plaisir. Bien entendu, je pense que On va tous s'inscrire. Est-ce que le désengagement des étudiants, vous l'avez constaté de manière progressive? Est-ce que le défilé s'est déroulé pendant longtemps? Alors, ça fait des années. Alors, ce qui est vrai, et quelque part peut-être des charges des étudiants, c'est qu'il y a eu le Covid dans les cours. Et que, du coup, ça a un peu cassé la dynamique, je pense. Et donc, ça n'a pas aidé à garder le flux. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que de manière générale, je pense que l'étudiant d'aujourd'hui est en train d'évoluer. Il évolue, mais c'est plus le même qu'il y a 5 ou 10 ans, c'est plus le même profil du tout. Et ça, ce n'est pas même propre au défilé, c'est propre de manière générale. On le constate dans le cadre de la gestion des projets, du mal à s'organiser, du mal à anticiper, du mal à je ne sais pas moi, peut-être à s'impliquer, des choses. Il y a ce côté un peu... voilà, le prof d'atelier va lui dire, écoute, tu fais le côté gauche, fais la manche comme ça, je vais revoir dans une demi-heure après, tu m'as fait le droit. Oui, mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, je t'ai demandé de faire le gauche. Il y a ce côté parfois un peu... Et donc, c'est lié sans doute à un manque d'application, engagement, je ne sais pas. Mais donc, effectivement, à mesure que les années passent, on a des difficultés, on fait face à des difficultés qu'on ne rencontrait absolument pas avant. Bien sûr, il y avait l'un ou l'autre, mais ce n'était pas aussi fort que maintenant. Est-ce que c'est lié au profil de l'étudiant qui évolue, qui change? Est-ce que nous, on doit s'y prendre autrement? Voilà. Pour le bas. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas dans la formation du bloc 1 jusqu'au bloc 3 moins d'ancrage professionnel, moins d'ancrage de terrain maintenant par rapport à avant? Moins de lien avec, de stage ou de sensibilisation? Du tout. Non. J'ai envie de dire que c'est presque même le contraire. C'est-à-dire que, bon, alors ce qui n'a pas changé, c'est que les stages, c'est uniquement à la fin de leur parcours. Ça, c'est vrai, c'est en 3e. Par contre, de plus en plus, depuis maintenant le bloc 1, on a changé le contenu des cours pour être le plus en phase avec l'extérieur. Par exemple, le cours de métier de la mode qui était un cours un petit peu plus, entre guillemets, théorique au départ, pour ouvrir le regard des étudiants sur les différentes opportunités de ce cursus, quelque part, a été remplacé par des témoignages. Et donc, on ne fait que... Ce cours-là consiste à inviter une personne qui a fait ce métier-là, qui fera ce métier-là, qui viendra parler elle-même de son parcours. Et donc, tout ça, on est de plus en plus là-dedans, justement parce que effectivement, c'est difficile de garder les étudiants peut-être plus concentrés dans des cours plus théoriques. Voilà, et donc on essaye effectivement de nous adapter. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation, c'est vraiment intéressant et c'est très pratique. Oui. Ma question, c'est est-ce que après l'évaluation, est-ce que chaque étudiant a leur feedback venant de vous? Et oui. Et est-ce qu'ils ont le droit de recommencer s'ils ne sont pas validés ou... Alors, pas dans les 3 blocs. Donc, ils ont toujours un retour. Ça, d'office, ils rencontrent leur prof. Ils reçoivent une fiche remplie avec les critères et les commentaires et ils rencontrent leur prof d'atelier de stylisme, toujours, qui décortique avec eux. En 3e, c'est uniquement en 3e que l'UE est remédiable. 1re et 2e, c'est pas remédiable. Simplement parce que on ne peut pas se permettre de recomposer chaque fois un jury, on ne peut pas accompagner l'étudiant dans sa création, alors que s'il sous-traite la création en juillet et en août, on n'y verra que du feu, on ne sait pas l'accompagner là-dedans.
Par contre, en troisième, c'est différent parce que en troisième, il ne va pas. C'est rare qu'on lui dise non, tu recommences toute ta collection, rien ne va. Là, il commence son année. Donc, mais par contre, on va lui dire cette pièce-là et cette pièce-là, il faut vraiment ajuster, ça ne va pas. Et donc là, il va pouvoir représenter les pièces en question au mois de septembre. Donc ça, oui. En troisième, ils ont second champ. Parce qu'on sait très bien qu'ils ne sauraient pas recommencer toute une collection tout seul sur 2 mois. C'est une mission impossible. Ils mettent l'année pour le faire. Donc, voilà. C'est assez costaud hein, comme cursus. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment très... je sais bien. Ben, non, c'est parce que le côté mode, parfois, semble léger, mais pas du tout. C'est vraiment une formation très exigeante, et surtout en termes d'organisation, d'enchaînement de projets. Il y a un peu ce côté où constamment sur la balle, là, comme ça. Oui. Par rapport aux créations que les étudiants sont amenés à réaliser. Est-ce que vous avez, depuis cette année, intégré petit à petit les intelligences artificielles pour les accompagner ou pas? Non, pas spécifiquement. Qu'est-ce que vous appelez intelligence artificielle, par exemple? Il y a plein d'intelligences artificielles qui sont aussi sur tout ce qui est pas que du texte. Hein, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle qui produit du texte, mais il y en a beaucoup qui créent des images, et ouais, mais alors... des concepts. Et lors d'échanges aujourd'hui, il y a pas mal de profs qui commencent à s'intéresser justement à ça, et même des entreprises dans le design aiment bien s'y intéresser. Ça permet du potentiel. Oui. Ça ouvre des portes qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on utilise, donc ils ont des cours de dessin assistés par ordinateur, donc ils ne font pas tout manuellement. Et le logiciel s'appelle Lectra, qui est un logiciel de patronage en ligne qui permet déjà de prévisualiser certaines choses. Donc pour là, on est quand même orienté informatique. Par rapport à l'intelligence artificielle, à Elmomod, on a un projet de recherche qui vient de commencer cette année, donc un projet sur 3 ans minimum, qui est destiné à créer un atelier virtuel. Et donc, le but, c'est quoi? C'est de ne plus produire de déchets, puisque quand on produit du patronage, on a forcément des déchets de papier. Quand on fait des prototypes, on recommence, ça ne va pas, on a plein de déchets de tissu. Et donc, l'objectif, c'est à terme de ne créer que virtuellement. Donc, on est là-dedans. Après, est-ce que les étudiants, si eux sont orientés à l'intelligence artificielle, ils pourront tout à fait le faire et utiliser dans le cadre de leur TFE. Et certains cours sont plutôt informatisés. Voilà où on en est. Oui. Je reviens encore avec l'engagement des étudiants. Oui, oui. Je suis assez interpellée. Moi, je suis enseignante dans le secondaire. Ah oui. Et j'assiste au quotidien à cette lassitude, demande d'implication, on ne voit pas on ne voit pas l'intérêt. Et je me disais que c'est parce que c'est dans l'obligatoire, qu'ils n'ont pas choisi là. Et quand bien même on est dans le qualifiant, c'est une option, ils sont un peu par dépit, ils ont choisi parce que voilà, ils sont chez eux. Et je me dis, en arrivant dans une filière comme la vôtre, là, a pris le par contre. Parfois. Alors, ils n'ont peut-être pas été suffisamment préparés dans le secondaire à assumer quelque chose, à devoir se dépasser, à apprendre, à rencontrer des difficultés. Est-ce que c'est ça qui fait que même si c'est un choix qu'ils posent dans le supérieur, une fois qu'ils sont confrontés à une masse de travail, ils n'ont pas appris à se retrousser les manches? Je pense. Après, je ne sais pas, je ne peux pas donner de réponse parce que je ne les ai pas, les réponses. Mais c'est possible que ce soit quelque chose de cet ordre-là. Il faut aussi penser que ça arrive fin juin. Et donc, ils ont envie d'être en vacances, les étudiants. Comme nous aussi. Mais du coup, ça arrive à une période de l'année où ils en ont peut-être aussi leurs 100 kilos. Et de fait, qu'ils n'arrivent plus à outrepasser ça. Et à continuer. Peut-être le côté persévérant. Oui, en effet. Maintenant, la problématique là, elle concerne essentiellement le manque d'application des étudiants de première et de deuxième. Ceux de troisième, quand ils ont leur collection qui défile, ils gèrent eux-mêmes les chorés et tout ça, ils sont là. Hein, voilà, parce que c'est différent, c'est leur moment. Mais là, c'est surtout les étudiants de première et deuxième. Est-ce que vous constatez un désengagement aussi chez les enseignants? Un désengagement, non, mais une fatigue et une lassitude et un ras-le-bol de dire, mais enfin, je dois les secouer tout le temps, ça me demande encore plus
l'énergie, en plus de mener la tâche, ben, il faut en plus les motiver, les secouer, et parfois même le faire à leur place parce que ils ne sont pas venus, ils n'ont pas assumé leur tâche, ou ça n'allait pas, quoi. Ce qu'ils ont fait, ça n'allait pas, il fallait faire le... Donc ça, je constate vraiment, et d'ailleurs, cette décision de ne plus faire le défilé était collective. C'est pas moi qui ai dit stop, on arrête les frais, c'était bon. Qu'est-ce qu'on fait de ça, les gars, quoi? On est dans cette situation, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Les étudiants, ils sont contents. Ah, ils n'étaient pas contents, hein? Après, on les a pas sollicités pour voir est-ce qu'on le refait ou pas. Non, on a eu plusieurs, voilà, il y a eu plusieurs raisons, hein. La première, c'était que le country hall, comme je vous disais, était en liquidation et donc on n'était même pas sûr d'avoir le lieu. Avant janvier ou février, on n'aurait pas eu de réponse. Or, ce lieu, c'est un an à l'avance qu'il faut le trouver. On ne peut pas attendre janvier ou février pour savoir si oui ou non on va pouvoir le faire. Ensuite, il y avait cette expérience-là où tout le monde était sur les rotules et qu'on était un peu dégoûté du manque d'application. Et puis, il y a eu aussi le fait que on s'est dit, tiens, d'autres écoles de mode font du virtuel. Est-ce qu'on ne changerait pas un peu aussi pour obliger de faire chaque fois un défilé chaque année? Et donc, on s'est dit, tiens, diversifions-nous. Et donc là, pour le moment, on fait, quand un projet se termine, on fait une captation vidéo, enfin c'est un vidéaste professionnel qui le fait, captation vidéo avec des mannequins pro dans un studio, et après on diffuse sur les réseaux. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les projets, notamment Décathlon pour le sport, allez voir sur El Momo Liège, l'Instagram, où vous verrez les créations mises en situation des étudiants, voilà, de manière professionnelle. Alors, il y a plein de projets, hein, si vous êtes sur l'Instagram, ce n'est pas tous les projets Décathlon. Il faut voir ceux qui sont... vous êtes dessus, là Je disais que j'allais le chercher. Ah ouais. Du coup, je voulais vous montrer, parce qu'il y a des projets, du coup, c'est les projets de premier... Tous les 2-3 jours, on diffuse une mini vidéo d'un projet d'un étudiant. Il y en a qu'un. Oui, il y en a qu'un. Et alors, c'est... voilà, vous avez là une première vidéo, l'alpinisme. Elle est réelle, enfin. Je me permets? Oui. Voilà, c'est un exemple. C'est une belle. Ça, c'est le ski. Voilà. Il y en a, tout ça, c'est pas les projets. Voilà, c'est le parachutisme. Donc, on voit bien que c'est des sacs de couchage, des tentes, des choses comme ça. Oui. C'est une histoire. Par rapport à, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Oui. La désimplication ou la démotivation, elle est en lien avec l'organisation de cet événement ou elle est remarquée dans toutes les activités d'apprentissage? Je pense que c'est assez global et je crois que le défilé est représentatif en fait d'une problématique assez générale. Que je dis, le défilé, finalement, ce sont des étudiants qui n'ont pas pour vocation d'organiser les défilés. Donc peut-être que ça fait aussi partie de ce débat. Mais avant, on n'avait pas ce problème et c'est pour eux qu'on le fait. Nous, profs, enseignants, c'est chouette pour la notoriété de l'école, c'est vrai, mais réellement, c'est pour qu'ils soient fiers de leur travail et qu'ils expérimentent, qu'ils vivent l'expérience d'un défilé et qu'on met ça en place. Donc, j'ai un peu envie de dire, mais s'ils n'en veulent pas, ma foi. Le fait de vivre le défilé et le fait de l'organiser, les choses Oui. sont c'est vrai, tout à fait. Et le vivre, ils adorent. Et de fait, quand en septembre, quand j'ai annoncé qu'on allait travailler des capsules vidéo plutôt que le défilé, c'était la déception totale. Ben oui, ils venaient de vivre 2 mois avant le défilé, une sorte d'effervescence. Waouh! Et puis là, oui, ce sera des capsules vidéo, ça peut moins glamour pour vous. Mais... un partenariat à faire avec une école d'art du spectacle qui serait partant pour la mise en place d'un projet d'organisation. Qui va coordonner. Ah non, je ne suis pas dans ce domaine-là. C'est ça, ça reste la coordination. Peu importe avec qui on travaille, il va s'agir de coordonner tout et de superviser ce que l'école en question fera. Parce que l'école en question, elle sera peut-être dans le monde du spectacle, mais pas forcément dans le milieu de la mode. Et donc, du coup, il y aura peut-être cette notion de CNO sur laquelle on voudrait garder un œil. Enfin, oui, c'est. Mais oui. Mais pourquoi pas? Non, mais c'est une piste de déléguer l'organisation, peut-être. Mais voilà. Justement, en Oui. parlant de pistes, Ouais. on va peut-être enchaîner sur le 30.
Parce qu'on vous propose aujourd'hui de travailler sur cette thématique de l'implication durable des étudiants dans un projet. Vous avez peut-être vous aussi déjà mené des projets de votre côté. Peut-être que vous avez envie de prendre un peu plus d'ampleur comme avec le projet de l'Elmo Show, pardon. Et du coup, ce serait intéressant de voir un peu quels sont peut-être les outils ou les pratiques que vous menez de votre côté ou que vous avez pu voir dans d'autres contextes et qui pourraient peut-être venir solutionner cette problématique de l'implication durable des étudiants dans un projet, quoi. Donc, on ne parle pas forcément de motivation sur 2 semaines, on parle vraiment d'implication sur le long terme, comment faire pour contrer finalement ces chutes ou ce désengagement de last minute. Voilà, c'est un peu notre problématique de ce premier 30. Alors, c'est génial parce que vous êtes déjà en groupe. Donc, ce que je vous propose, c'est justement de répondre peut-être d'abord en petit groupe par 3 ou 4 à cette question de... je ne sais pas si on peut... Ouais, super. De comment impliquer durablement les étudiants dans un projet. Peut-être que vous avez déjà des idées, peut-être que voilà, vous avez des pratiques pédagogiques ou des outils ou des dispositifs spécifiques qui peuvent ou non, qui peuvent venir solutionner cette problématique-là. Voilà, c'est l'occasion d'échanger ensemble et de voir un peu. Allez-y. Donc, nous, on est parti sur une première idée que c'était important d'avoir un projet propre aux étudiants et pas le projet des enseignants qui est finalement imposé. Et donc, de peut-être avoir un moment d'échange dès le début de l'année sur quel est le projet qu'on développe pour l'année. Pas du tout. Dans ce cas, je passe à la deuxième idée, qui est de réfléchir peut-être en fait, on est arrivé à cette idée-là plus tard, mais d'un enseignement supérieur un peu en crise, et cette constatation qui était quand même partagée au-delà de la mode et dans beaucoup d'autres options et dans beaucoup d'autres auditoires, et donc de réfléchir peut-être à un changement de paradigme du professeur, de l'enseignant qui est là. Voilà, aussi, on s'est dit, peut-être que c'est un projet tellement colossal qu'un an, c'est difficile de s'impliquer réellement un an dans un projet. Donc, est-ce qu'il y a moyen de le séquencer en plus petites parties de projet et d'avoir des mini-projets petits en construction et qui définissent l'étape suivante. Et puis, dans ce même ordre d'idées, j'ai noté ça quick win, mais c'est d'avoir des moments plutôt intenses, mais qui rapportent gros par rapport à l'engagement. Et donc voilà, on est reparti sur cette réflexion on était quand même dans une culture d'après-Covid où on ressentait, on était 2-3 à ressentir ça, de l'individualisation beaucoup plus marquée de la part des étudiants. Je fais mon truc pour moi, de mon côté, donc aller m'inscrire, l'aspect groupe, l'aspect échange ou responsabilité par rapport à un groupe était peut-être un peu moins présent. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a mis en attention. Et puis, un regard aussi, est-ce que finalement les étudiants à l'heure actuelle ne sont pas juste des consommateurs et qu'ils ne sont plus vraiment acteurs, et donc comment réfléchir à comment on pourrait faire. Et en tout cas, on s'est dit à un moment, peut-être que voilà, on a un tournant et qu'il faut que les choses changent, évoluent, et que l'enseignement actuel ne répond plus finalement à l'environnement actuel, au contexte actuel. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur ces idées initiées? Peut-être que dans le second groupe, il y a des idées qui sont plutôt similaires. Ouais. On pourrait éventuellement dire en complément avec ce qu'on a vu là. C'est aussi le fait qu'un encadrement de proximité, c'est assez essentiel. À 2 niveaux, un encadrement de proximité d'un point de vue plus technique. Comment on va aider de manière plus individuelle à ce où on est un étudiant, voir quelles sont les pistes d'amélioration. Et un autre aspect, c'est le point de vue psychologique, comment l'étudiant se sent. Et à l'heure actuelle, a priori, c'est l'étudiant qui doit plutôt chercher la ressource psychologique, alors qu'il n'a a priori pas à portée de main et pas à disposition, et ça peut être limitant. Et voilà, donc ça, c'est un des aspects en plus, mais on rejoint extrêmement fort ce qui a été dit. On rejoint aussi très fort sur l'évaluation intermédiaire. Je pense que sur un projet qui est aussi long, enfin, qui est aussi long,
ça doit être aussi long, mais c'est important d'avoir des checkpoints pour justement vérifier que l'étudiant comprend bien aussi ce qu'on attend de lui. Donc ça peut rejoindre un peu l'idée de Ouais. séquençage du C'est ça. projet. Ouais. Et je ne sais plus. Et effectivement, il faut également aider l'étudiant à anticiper les obstacles, donc que ce soit en termes de temps, qu'il réussisse à s'organiser, à prévoir combien de temps le travail va prendre. Et ça peut aussi être aidé avec l'aide d'anciens étudiants, via des témoignages, via des discussions avec eux. Et je pense que globalement. Donc tout l'autour qui nécessite aussi le développement de certaines compétences et c'est peut-être ça aussi vous parliez de changement de paradigme par rapport à l'étudiant. Est-ce qu'on ne devrait pas le considérer autrement? Il y a peut-être cette idée-là, voilà, de voir quelles sont les compétences qui sont pas amoindries, mais qui sont, on pourrait dire ça comment, qui sont pas en péril, mais qui sont à revaloriser ou à redévelopper Oui. plutôt dans le supérieur du coup, vu qu'elles ne le sont peut-être plus dans le secondaire ou autre. Voilà. Il y a peut-être voir. Oui. La difficulté, c'est toujours cette tension entre ce qui doit émaner de l'initiative de l'étudiant et puis ce qui émane de l'initiative de l'enseignant. Et c'est pas évident de gérer ça, de savoir qui doit intervenir quand. Est-ce à l'enseignant d'intervenir à ce moment-là ou est-ce à l'étudiant de prendre cette initiative-là? Cette tension-là, elle est vraiment très complexe. Et ce que dans des recherches qui ont été menées, notamment en Nouvelle-Zélande, c'est tout ce qui a trait à ce qu'on appelle l'evaluative judgment, c'est le fait qu'on constate que les jeunes diplômés n'arrivent plus à s'impliquer dans leur travail. Donc, ce sont des personnes qui font des études brillantes, etc. Ils ont leur job de rêve, et puis 6 mois après, ils abandonnent. Et alors, ces chercheurs-là se posent la question, mais pourquoi abandonnent-ils? Comment se fait-il qu'ils ont passé toutes les épreuves, ils sont là, ils ont le job et ils abandonnent. On ne comprend pas pourquoi. Alors, quand on analyse, on constate en fait que dès qu'ils sont confrontés à un problème, ils arrêtent, ils bloquent. Donc, c'est comme s'ils n'avaient plus été éduqués à la frustration, quelque part. Ils n'avaient plus été éduqués à la contrainte. Et les gens de ma génération sont responsables. Hein. C'est dans le sens où... mais ça rejoint un peu la question du rôle des profs. Mais ça apparaît d'ailleurs dans la façon dont on enseigne. On a tellement peur que l'étudiant échoue que l'on commence à établir des procédures pour être sûr que tous les résultats intermédiaires soient bel et bien atteints et qu'on atteigne le résultat final. Et généralement, le bon résultat final, c'est celui auquel nous, on a songé et pas celui auquel eux, ils ont pensé. Mais dans l'éducation, au quotidien, c'est la même chose. Hein. On va tout faire pour que l'enfant ne trébuche pas, tout faire pour qu'il y ait la moindre frustration, etc. Et donc, c'est un constat qui a été fait en Nouvelle-Zélande. Ces études se sont prolongées après en Australie, puis maintenant en Angleterre. Il y a ce constat-là, en fait, qu'il n'y a plus cette éducation à la difficulté. Et donc, ces temps, vous parliez de suivi psychologique, ou ça permettrait de quoi? De réguler ou de voir un peu... Mais disons que chez nous, par exemple, à l'Université de Liège, le suivi psychologique existe. C'est une cellule de soutien psychologique aux étudiants. Ils peuvent appeler, il y a des remboursements pendant les sessions, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est intégré d'office au dispositif. On ne pense pas à dire à nos étudiants, ah ben tiens, à la séance prochaine, il y aura quelqu'un de cette équipe-là qui va accompagner l'action, parce que comme ça, on aura un débriefing. C'est pas chacun qui doit raconter sa vie, mais un débriefing qui tiendra compte des aspects affectifs difficiles de l'étape du projet dans laquelle on se trouve. Ça, par exemple, on ne fait pas. Alors que des éléments... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais il faut aller les chercher. Ce n'est pas institué dans le dispositif comme une étape. De la même façon, on pourrait avoir bien plus d'anticipation des moments difficiles de nos projets. On sait aussi par la littérature qu'après une certaine phase où les étudiants sont très up parce qu'ils sont motivés par le projet, etc., il va y avoir une phase de découragement parce qu'ils travaillent en groupe, parce qu'il y a des boulets à traîner, parce qu'il y a des difficultés, etc. On le sait.
On pourrait à ce moment-là injecter une phase où des étudiants de l'année d'avant viennent parler des moments qui ont été les moments de découragement. Et comme ça, ils se disent, ah ben c'est normal d'avoir des soucis, c'est normal. Et eux, ils ont même arrêté, et maintenant ils regrettent, enfin, etc. Donc, un peu plus instituer un soutien humain, éventuellement psychologique à certaines étapes, mais pas psychologique introspectif, mais psychologique de soutien au fait de passer au-dessus de l'épreuve collectivement. Et puis alors aussi le prévoir avec des témoignages, etc. Voilà. Et dans le troisième groupe, est-ce qu'il y a des idées ou des outils qui pourraient venir se combiner avec ce suivi psychologique tout au long du projet, dans les phases d'un? Le suivi psychologique, pas tellement. Moi, je vois pas de lien. Avec les témoignages des anciens qui reviennent pour montrer, finalement, pas minimiser, mais montrer que c'est humain, ces moments un peu... On n'avait pas réfléchi à ça, en fait. Elle n'est pas passée là-dessus. Oui. vous avez proposé. Pardon, oui. Non, mais dans ce que vous proposez là, c'est. Non, mais moi, juste rebondir par rapport à ce que François notamment disait. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais je ne vois pas comment éduquer ou sensibiliser nos élèves ou nos étudiants à la frustration et au fait de pouvoir prendre en charge une difficulté, la surmonter. Ce à quoi j'assiste, c'est la génération du smartphone, les étudiants, les élèves zapping, et c'est pas facile, ça m'intéresse pas, c'est pas grave, je passe à autre chose. Et là, j'ai l'impression qu'on a quelque chose de structurel dans notre société et que maintenant, on va devoir, malheureusement ou heureusement, ça dépend ce qu'on retire, mais on va devoir faire avec ça. Et nous, on s'est demandé, en tout cas, moi, je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'il ne faudrait pas adapter ça et l'intégrer dans nos dispositifs, puisque on ne parvient pas à mobiliser les étudiants sur un enjeu qui nous semble important parce qu'il est sociétal, parce qu'il est environnemental, parce qu'il est citoyen, et que ce qui les intéresse, c'est de savoir le nombre de likes ou de flammes qu'ils vont avoir là tout de suite. Bon, bah, est-ce que dans notre dispositif, on ne peut pas intégrer ça aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une valorisation à très court terme de leur engagement qui pourrait passer par ça? C'est une carotte, ça ne règle pas les problèmes, mais je pense qu'on peut malheureusement, on doit malheureusement se dire qu'on doit faire avec, quoi. Et quelles sont les idées que vous avez proposées vis-à-vis de cette réflexion? Moi, je ne suis pas développeuse d'application, mais je me dis, est-ce que voilà, il n'y a pas les idées ici, je pense que Oui, peut-être pas. On a juste pensé à ça, on s'est dit, voilà, est-ce que quelque part, comme explication à cette lassitude, vous avez plutôt cherché ça, oui, est-ce qu'on ne devrait pas les intégrer? Nous, ce qu'on s'était dit aussi, pardon, je dis juste encore ça, puis je me fais. Est-ce que quelque part, la motivation des étudiants ne passe pas aussi par celle des enseignants? Est-ce que c'est pas important d'essayer de remobiliser les équipes et que si les équipes elles-mêmes, il n'y a rien de pire qu'un enseignant qui est esseulé face au découragement des élèves et de devoir assumer tout ça, c'est difficile il faudrait pouvoir créer cette émulation par le biais des équipes en amont. Est-ce que, voilà, donc on terminait en se demandant quel est l'état d'esprit de l'équipe et qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'équipe soit remobilisée. Puis je notais. Oui, une dernière idée qu'on avait, c'était l'apport de ressources. Essayer de le penser peut-être de façon un peu plus continue. Je dis apport de ressources, mais ce n'est pas uniquement les ressources qui viennent de l'enseignant. C'est aussi essayer de développer chez l'étudiant ce réflexe-là de se dire, bah, tiens, je suis perdu, je suis face à une difficulté. Je peux moi aussi aller chercher une ressource adéquate qui va m'aider à surmonter ma difficulté, qui va me donner une bonne idée, qui va nourrir ma réflexion. Et du coup, si on a ce réflexe-là d'aller chercher l'info quand on en a besoin, ben peut-être qu'on va avoir une implication qui est à chaque fois un peu renouvelée quand on trouve une ressource adéquate et qui nous permet de réfléchir et de voir les problèmes autrement. Comme la chasse au trésor. Ouais. Oui. Écoutez, je vous remercie pour avoir communiqué vos idées. On a vu qu'elles pouvaient très bien se compléter, comme on pouvait partir dans des réflexions qui étaient assez complémentaires et on peut très vite dériver sur d'autres questionnements, tellement c'est assez large quand même comme thématique. Merci beaucoup déjà pour l'invitation et merci pour la présentation précédente. Du coup, je me représente, je m'appelle Rami.
Je suis ingénieur biomédical de formation et je suis doctorant et assistant à Polytech ici à Goethe. Et en plus de ça, j'ai la chance d'être le coordinateur du programme TRIAX que je vais vous présenter ici. Donc TRIAX, qu'est-ce que c'est? Avant tout, il s'agit d'un projet d'enseignement interdisciplinaire qui est destiné à des étudiants de Master 2 et qui consiste en fait à les réunir par groupe de 4 dans la réalisation d'un projet commun. Donc, les groupes de 4 étudiants sont composés d'un ingénieur, d'un designer industriel, d'un ingénieur de gestion et d'un juriste. Donc, on voit qu'on a des compétences extrêmement variées qui vont contribuer de manière différente à l'élaboration d'un projet. Alors, quel type de projet on attend d'eux? Eh bien, ce qu'on veut, c'est qu'ils réussissent à passer d'une idée à un prototype pré-industriel, de préférence mécanique électronique. Donc, en gros, c'est une démarche entrepreneuriale. Ils doivent, dans un premier temps, identifier une problématique, un vrai besoin, à laquelle ils vont apporter par groupe une solution qui doit être valide. Et l'intérêt, c'est de justement aborder cette problématique en fonction des disciplines de chacun. Et l'idée, c'est qu'au terme de ce programme, chaque groupe a les moyens, a le bagage pour pouvoir ensuite continuer le projet et pouvoir lancer son entreprise sur la thématique qu'eux-mêmes auront définie. Donc, au niveau du format, très rapidement, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Le projet a commencé en 2013 sous la forme d'un cours à 10 crédits facultaires. Et en 2022, on est passé à un format qui est plus conséquent. C'est un mémoire de fin d'études. Donc, le premier format faisait que le projet durait environ 7 mois, tandis que dans le mémoire, le projet dure environ 15 mois. Mais ça, on pourra en rediscuter si vous voulez. Donc, la première étape dans TRIAX, c'est la formation des groupes. Au slide suivant, je vais décrire un petit peu comment nous, on s'y prend pour former les groupes. Mais donc, on voit bien qu'on a différents profils qui vont collaborer ensemble. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est définir une problématique. Pour passer de la problématique à une solution, qui doit effectivement répondre à un vrai besoin, chaque étudiant va apporter ses compétences au projet. Donc, pour l'ingénieur, on va avoir un apport plus technique. Il va plutôt se focaliser sur l'identification et l'implémentation de différentes solutions. L'ingénieur de gestion s'intéressera au volet économique, donc il s'intéressera au plan financier et aux études de marché. Le designer industriel se focalisera plus sur la forme du produit et comment l'utilisateur va pouvoir interagir avec. Et enfin, on a le juriste qui s'intéressera au volet propriété intellectuelle et valorisation du produit. Ce qui va être extrêmement important pour que le projet se passe bien, c'est non seulement que l'ingénieur investigue bien ses compétences, mais qu'il échange avec les autres étudiants. Parce qu'il pourra aller au bout du processus, donc aller au bout du processus d'ajout de ses compétences au projet, uniquement en utilisant les informations que les autres étudiants vont pouvoir lui apporter. C'est clairement pas un exercice facile parce que quand on communique avec des gens qui n'ont pas du tout le même bagage, il faut réussir à transmettre de l'information technique à des personnes qui n'ont pas les mêmes bases. Et c'est justement un point clé de TRIAX, c'est pouvoir échanger avec des gens avec qui un petit peu plus tard, quand ils sortiront de l'UNIF, ils devront parler et communiquer. Donc, on revient sur la composition des groupes. Je ne vous cache pas que contrairement à la vie réelle, ici, on essaie quand même d'organiser un petit peu les groupes de manière à ce que ça marche bien. Dans la vie réelle, parfois, on est confronté à des groupes avec qui ça se passe un petit peu plus bien. Et pour cette formation des groupes, on y accorde une séance dès le début du programme, une séance kick-off, qui est organisée autour de différents ateliers. Donc, l'idée ici, c'est dans un premier temps d'avoir un atelier plus activité brise-glace, durant laquelle les étudiants vont apprendre à se connaître, ils vont se décrire, dire quels sont leurs hobbies, quel est le type de projet, de domaine qui les intéresse. Voilà, ils se décrivent pour qu'on ait un petit peu une idée de leur profil. Ensuite, on les fait travailler en groupe assez rapidement pour voir, en gros, pour prendre la température et voir comment eux se sentent en interagissant avec les autres étudiants. Est-ce qu'ils se sentent à l'aise? Est-ce qu'ils arrivent à communiquer de l'information? Est-ce qu'ils arrivent aussi à écouter? Et enfin, on a des interactions un petit peu plus individuelles qui permettent simplement de voir le feeling et de discuter avec chacun. Mais donc, au terme de cette séance kick-off, on va former les groupes sur base de 2 choses. Évidemment, sur base des préférences étudiantes, on regarde, eux, quelle est leur composition idéale de groupe, avec qui ils se sont sentis à l'aise. Et enfin, nous, on a une équipe pédagogique qui va observer les étudiants durant tous les ateliers pour voir en fait si effectivement ils rejoignent le feeling des étudiants, s'ils pensent qu'en fonction de leur expérience, il y a différents profils qui matcheraient plus ou moins bien.
Et à la fin, on crée un groupe qui, comme vous pouvez le voir, débute bien avec un joli sourire. Et on peut commencer enfin à la première étape qui est l'identification d'une problématique. Alors, c'est une tâche qui est pas très facile. C'est une tâche que je vais résumer ici en 2 parties. Donc, on a une première phase qui est une phase de divergence. On demande à chaque groupe de générer des idées, des problématiques, sur base de leurs préférences, sur base de leurs hobbies, sur base de domaines dans lesquels eux-mêmes sont engagés. Ici, ce qui est important, c'est de clairement diverger, générer des idées. Ensuite, la phase qui est un peu plus complexe ici, c'est une phase convergente. Donc l'idée, ça va être pour chaque problématique investiguée, checker si effectivement la problématique répond à un besoin réel. L'idée, c'est évidemment de ne pas porter une solution à un problème qui n'existe pas. Donc, on regarde si parmi les problématiques proposées, celles-ci répondent à un besoin réel, s'ils ont les contacts et les ressources nécessaires pour pouvoir échanger, pour pouvoir mener à bien le projet, si la thématique les intéresse. Il faut évidemment que ce soit stimulant pour eux, que ce soit motivant. Et enfin, nous, on leur impose quand même d'avoir un prototype final à la fin, mécanique et électronique, et donc que la solution envisagée peut répondre aux contraintes imposées durant ce mémoire. Et quand on fait ça, les étudiants vont faire cette sélection pour finalement écarter plusieurs problématiques et finir avec une seule qui est leur projet et donc une problématique qui répond à un réel besoin. Bon, c'est vraiment pas un processus facile et les étudiants pour ce faire, ils auront besoin de faire des études de terrain, de faire leurs propres recherches et d'être encadrés évidemment. Bon, au niveau de l'encadrement, vous voyez qu'on a une chouette équipe ici, de personnes motivées. Bon, elle n'est pas en complète, mais je vais la résumer assez rapidement. On voit que on va dire que les acteurs principaux ici sont les duos facultaires. Donc, on a un professeur associé à chacune des facultés qui est associé en fait à un assistant. Donc, c'est un assistant qui provient de la même fac et qui est un ancien triaxe. Donc, c'est un ancien étudiant qui est maintenant dans la vie active, qui a vécu ce que les étudiants vivent maintenant. Et c'est important justement pour pouvoir répondre à leurs questions, pour pouvoir les guider un petit peu tout au long du projet. Et puis, on a un ensemble d'autres acteurs qui sont ici, mais qu'on pourra, on peut revenir sur ce slide si vous le désirez, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà, on a une team, on a un projet et on a plein de personnes très motivées ici qui vont suivre les étudiants. Du coup, au niveau de la supervision, comment ça s'organise? Eh bien, globalement, Triaxe est organisé autour de séances plénières. Donc, comme vous le voyez, ce sont des séances mensuelles qui sont plus formelles et qui visent en fait à rassembler toute l'équipe encadrante, donc les professeurs, les assistants et tous les groupes. Et l'idée, c'est en fait de faire une mise à jour de leur avancée, voir où les étudiants en sont. Et c'est un lieu d'échange qui permet à chaque groupe d'échanger avec les autres groupes, mais d'échanger avec les professeurs aussi, pour avoir des conseils, pour avoir des pistes d'amélioration et voir comment eux peuvent améliorer leur travail. Bon, ça sont des séances mensuelles, évidemment, on leur demande de travailler entre ces séances, sinon ce serait trop facile. Entre ces séances, on leur demande de faire plusieurs choses, de se rencontrer en groupe, pour travailler ensemble, de travailler de manière individuelle, évidemment, mais également de rencontrer chaque professeur individuellement pour pouvoir avoir des discussions plus approfondies sur une discipline en particulier. Et enfin, on organise des petits checkpoints, on organise des évaluations plus formatives tout au long du programme qui visent en fait à vérifier que l'étudiant comprend bien ce qu'on attend de lui et qu'il se prête simplement à l'exercice. Et il le fait devant l'équipe, donc l'équipe encadrante qui connaît le projet, qui connaît les étudiants, mais également devant des externes qui ne connaissent pas du tout le projet ni les étudiants. Et voilà, ce sont 2 points de vue qui seront intéressants et sur lesquels ils seront évalués, mais j'y reviendrai aussi là-dessus. J'insiste sur un point important, c'est que chaque groupe, et du coup chaque étudiant, est autonome et en fait est responsable de son apprentissage. C'est lui qui va identifier la problématique, c'est lui qui va l'investiguer, et au final, c'est lui qui construit son savoir. Et le but de l'enseignant ici va être de l'accompagner, de lui donner les clés nécessaires pour que l'étudiant puisse poursuivre son apprentissage et mener à bien le projet. Bon, l'organisation, donc ces différentes plénières durent 15 mois comme je l'ai mentionné, et à la fin, évidemment, on a l'évaluation. Donc, ce qu'on attend de chaque groupe sont les 3 éléments-ci. On attend un rapport interdisciplinaire, comme vous pouvez le voir ici, qui est en fait un rapport d'environ 20 pages qui vise à convaincre de potentiels investisseurs. Donc, l'exercice ici,
est de synthétiser l'information, de pouvoir exprimer des choses. Oui, enfin, on a des termes en ingénierie, on a des termes pour les juristes et tout ça. Et l'idée, c'est d'avoir une même langue pour exprimer quelque chose. Évidemment, il faut que ce soit convaincant. Donc, il faut apporter de la valeur au texte et donc aux propos. Un autre élément, c'est le prototype pré-industriel. Donc, l'idée, c'est d'avoir un prototype qui fait la preuve de concept de la solution. L'idée ici, c'est de pouvoir montrer qu'effectivement, la solution développée répond à la problématique initialement posée et que voilà, ça a du potentiel pour continuer et donc pour répondre à un besoin défini. Et enfin, comme tout projet entrepreneurial, il va falloir pitcher, défendre son projet à l'oral. Et ceci se fait au travers d'une présentation de 15 minutes qui a aussi pour but de convaincre de potentiels investisseurs. Et cette présentation se fait devant un jury de 4 personnes qui sont des entrepreneurs. Donc, on a un entrepreneur ingénieur, un juriste, un designer industriel et un business. Ils ne connaissent pas du tout le projet, qui justement vont pouvoir montrer s'ils peuvent soutenir ou pas le projet en 15 minutes seulement. Et donc voilà, on arrive à la fin de l'évaluation. A priori, le projet Triax est terminé. Certes, le projet est terminé, mais l'aventure Triax peut continuer. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on a dans certains cas des projets qui continuent. Donc ici, on a le projet Tulipan, qui était à la base un projet Triax qui s'appelait Tulipan, qui est devenu une start-up. En fait, le but de cette entreprise, parce que maintenant c'est une entreprise, c'est de développer, en tout cas de proposer des nettoyeurs de cups menstruels qui sont écologiques, sains et économiques. Et ce projet connaît petit à petit son succès et a remporté de nombreux prix que j'ai listés ici. Si ça vous intéresse, je vous invite à soutenir le projet. Et on a un projet qui date de l'année dernière, c'est tout récent, c'est le projet Birili, qui consiste en fait à apporter une solution via la stimulation de nerfs aux règles douloureuses. Et voilà, c'est un projet qui est tout récent. Il y a quelques semaines seulement, ils ont remporté un prix de 5 000 € pour le prototypage. Encore une fois, je vous invite à checker ceci. Mais voilà, donc en conclusion, on parle du projet Triax, mais globalement, le projet Triax s'inscrit autour d'une méthodologie. Une méthodologie qui est composée des 3 éléments-ci. On a un groupe qui va travailler sur un projet de projet. Et l'objectif ici est de travailler les compétences individuelles et disciplinaires de chaque étudiant. Évidemment, les étudiants doivent être motivés, et ce qui contribue fort à leur motivation, c'est la thématique. Ils la choisissent et a priori, c'est une thématique qui les intéresse, qui les stimule et qui rend la chose plus intéressante pour eux. Ils répondent à un vrai besoin, et ça, c'est essentiel. Et enfin, voilà, ça, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais le rôle de l'enseignant ici est d'accompagner les étudiants qui sont autonomes et responsables. Et donc, Triax, c'est une méthodologie qui peut être applicable à d'autres disciplines. Donc ici, on regroupe 4 facs, mais évidemment, on peut avoir moins de facs, des facs différentes. Ce qui est important, c'est peut-être le take-home message, c'est que pour avoir un bon projet, je pense, il faut s'asseoir à une même table et pas hésiter à apprendre de l'autre. Merci pour votre attention. Ça fait écho, j'ai une charge d'exercice à l'ULB dans la faculté des sciences, à l'IGIAT, je ne sais pas si tu connais. À l'IGIAT. C'est Sciences et Gestion de l'Environnement. Et on a un projet beaucoup plus petit que ça parce que c'est que 5 ECTS qui s'appelle projet interdisciplinaire. Et ce serait intéressant de discuter parce qu'on a pas mal de similitudes dans le dispositif. Mais il y a une problématique que je rencontre et nous, c'est qu'une seule faculté. On a plusieurs horizons parce qu'en fait, il y a plein de bacheliers qui se rassemblent dans ce master en sciences de l'environnement et ce master en gestion de l'environnement. Donc, on a pas mal de profils différents. Et quand ils travaillent sur une problématique tout au long de l'année avec une ASBL ou une commune de la ville de Bruxelles, il arrive qu'un étudiant ou une étudiante abandonne en cours de route. Il disparaît des radars et plus de nouvelles, déménagement, contraintes personnelles, contraintes professionnelles de travailler, enfin bref, j'en passe. Et là, comment est-ce que c'est déjà arrivé dans votre cas, vu que c'est quand même quelques années, ça fait presque 10 ans que ça se passe. Et vu que chacun a bien un rôle bien précis, comment vous faites pour sauver un peu les meubles? Mais du coup, pour avoir une précision, est-ce que le projet est obligatoire ou est-ce que ça vient de l'initiative des étudiants? Est-ce qu'ils doivent postuler
Alors là, le projet, en fait, dans notre cours, on a toutes des ASBL qui proposent des différents projets et les étudiants, quand ils s'intéressent à un projet, s'inscrivent dans l'un des projets. Et après, en fonction de l'intérêt et du profil des étudiants, je les dispatche en groupe de 4 à 6 étudiants en fonction de la taille du projet. Donc, si vous voulez, ça intervient à 2 niveaux. Donc, dans un premier temps, c'est au niveau de l'interview. On essaye de minimiser le plus possible les chances que on ait un étudiant qui quitte l'aventure. On essaye en gros de confronter sa motivation, de voir à quel point il est motivé. Généralement, ce sont des étudiants qu'on connaît, qu'on a eu dans d'autres cours. Et voilà, donc c'est la première étape. Au tout début, on essaye aussi de recruter des étudiants qui, a priori, voilà, ont marqué un intérêt via des cours pour ce type de projet et qu'on connaît un petit peu. Et voilà, on essaye de minimiser ça. Mais imaginons qu'on ait un cas où on a un étudiant qui, par malheur, disparaît du radar. L'idée, c'est aussi d'utiliser les ressources encadrantes qu'on a ici. Donc, on a un professeur pour chaque fac et un assistant qui vont aider le groupe à continuer le projet et à apporter les éléments manquants. Chaque faculté. Mais voilà, c'est pour ça que l'une des forces aussi qu'on a ici, c'est qu'on est quand même une grosse équipe, assez variée. Et parfois, les professeurs peuvent être un petit peu moins disponibles. Et c'est pour ça que la présence des assistants est essentielle, parce que c'est un contact plus proche aussi avec les groupes. Et c'est plutôt eux qui vont apporter ces éléments manquants, dans le cas où ça arrive. Merci. Comment est-ce que la cote est établie? Donc, l'évaluation est composée en 2 parties. On a une évaluation purement interdisciplinaire. Donc, c'est ce que je vous ai montré. C'est composé donc, voilà, en fait, j'ai le détail ici. 75% de la note que j'appelle Triax est définie par l'équipe encadrante. Donc, nous, on va se baser sur la totalité du travail, sur la qualité des délivrables, mais aussi sur l'autonomie des étudiants, comment eux ont fonctionné, tout ça. Et puis, on a 25% de ces 50% qui est uniquement donné par le jury final, durant les 15 minutes de présentation et puis les 15 minutes de questions-réponses. Mais ici, c'est purement un avis externe. Donc ici, c'est vraiment une évaluation de groupe qui reflète la collaboration entre eux. Mais évidemment, on est dans le cadre d'un mémoire. Il faut aussi vérifier que l'étudiant a acquis les compétences nécessaires à sa discipline. C'est pour ça que les 50% de la note sont donnés et définis. Voilà, ça suit une évaluation plus classique de mémoire qui dépend de la faculté. Je ne connais pas les détails pour chaque fac, mais en tout cas, Polytech, en ingénierie, voilà, ils ont un rapport d'une 50aine de pages à remettre, où là, ils vont vraiment dans le détail technique, parce que le public est différent. Là, ils s'adressent à des ingénieurs, ils doivent montrer qu'effectivement, ils ont acquis les compétences d'ingénieurs, et c'est quelque chose qu'ils devront défendre. Mais voilà, globalement, c'est 50-50. Merci pour l'exposé, vraiment intéressant, riche, mais aussi difficile de faire travailler des personnes d'horizons différents, mais je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que le projet pourrait évoluer? Je pose la question parce que dernièrement, il y a eu une carte blanche qui a été réalisée par un certain nombre d'enseignants d'université par rapport aux écoles polytechniques, disant que finalement, on a intégré peu, par exemple, chez les ingénieurs civils, l'idée du respect de l'environnement, l'idée de travailler avec des produits recyclables. Est-ce que vous pourriez être amené, par exemple, ou bien est-ce que c'est dans les cartons, de faire évoluer ce type de projet en intégrant, par exemple, un bio-ingénieur? Absolument. Donc, c'est justement, le but, c'est que dans cette méthodologie, on a une méthodologie qui peut évidemment être complétée via d'autres profils en fonction de la problématique abordée. Par exemple, si on s'intéresse à une problématique médicale, on peut intégrer un étudiant médecin qui a une expertise là-dedans. Mais un point essentiel, je pense, c'est que justement, ici, on est dans le cadre d'un mémoire. Mais cette méthodologie, on peut l'intégrer dans des projets, à certains cours, un cours à 5 ou 10 crédits. Évidemment, on ne va pas aller aussi loin au niveau du prototypage ou en fonction des objectifs. Mais l'intérêt, c'est de justement essayer de trouver ce qu'on peut prendre, ce qui est intéressant dans chaque discipline pour enrichir en fait notre réflexion. Donc à la fin de ta présentation, merci, c'était en effet très intéressant. Tu parles que c'est en effet, ça peut être possible dans plein d'autres situations.
Et moi, je suis plutôt dans le domaine des sciences humaines et je me demande mais justement comment on peut mettre ça. Il n'y a pas de prototypage, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas. Voilà, il y a des valeurs plus éthiques, mais qui sont un peu plus floues, plus. Est-ce que. Bon, c'est à chaud comme ça, et j'imagine que c'est pas une réflexion que tu as l'habitude d'avoir, mais est-ce que tu penses que c'est possible, c'est envisageable? Est-ce que. Alors, J'ai un peu de mal en fait à me dire, mais comment on pourrait réunir des logopèdes, des enseignants, etc., sur un projet qu'il faut développer. Alors, je pourrais en trouver un, je pourrais en trouver deux, mais on a 700 étudiants. Et donc, est-ce que c'est possible? Enfin, voilà, c'est à chaud, hein, donc justement, donc, bon, je ne suis pas logopède, je n'ai pas tout ça, mais justement, la première étape, c'est de se réunir, essayer de discuter ensemble et voir ce qu'on peut faire. Dans tous les cas, je pense que c'est possible. Par exemple, je pense qu'a priori, une collaboration entre ingénieur et un juriste, c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif à la base. Par exemple, on va lancer un projet en collaboration ici avec le professeur de droit, qui consiste en fait, bon, pour vous pitcher le truc, les ingénieurs, ils savent faire des solutions, ils savent faire des dispositifs, ils savent faire des prototypes. C'est super. Les juristes, ils savent faire des brevets. Ils comprennent pas très bien ce qui se passe au niveau technique. Par contre, c'est essentiel pour décrire le brevet. Et de la même manière, l'ingénieur, il ne comprend pas très bien les aspects juridiques. Est-ce qu'il peut reprendre cette pièce? Est-ce qu'il peut les assembler comme ça? Et l'idée, en fait, c'est de le réunir. Et justement, je ne peux pas proposer d'idées de collaboration comme ça. Enfin, je pense que c'est possible. Hein. À quel niveau, je ne sais pas. Parce que la première étape, c'est de justement se réunir, essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais voilà, ce caractère interdisciplinaire est pour moi indispensable. Mais voilà, il faut juste se réunir et en discuter. Pour rebondir, pour donner peut-être une piste supplémentaire, dans le cadre du dispositif que nous on met en place en gestion de l'environnement et en sciences de l'environnement, c'est qu'on parle des problématiques de terrain. Et je pense que ce qu'il faut surtout, c'est des contacts du terrain qui n'a pas les cartes, n'a pas les moyens de mettre en place et de résoudre une problématique réelle vécue. Qu'on soumette la problématique aux étudiants et que les étudiants puissent dire « Ah ben celle-là, c'est une problématique que j'aimerais bien travailler ». Et en fonction de leur profil, en fonction de leur cursus, ils viendraient, un peu comme ce projet-là, éclairer la problématique avec différents projecteurs et amener une solution. La solution, ça ne va pas forcément être un prototypage, un truc imprimé en 3D fonctionnel. Nous, ce qu'on propose aux étudiants, c'est parfois simplement un rapport, végétaliser les cours de récréation, végétaliser les rues dans Excel, c'est un truc qu'on avait eu, ou comment mettre en place un dispositif de protection des oiseaux. Enfin, on en a des dizaines. Et dans le milieu scolaire, où des logopèdes qui leur permettent d'intervenir, on pourrait être face à des problématiques de terrain. Et là, dire, ben voilà, on a des élèves avec certaines difficultés, mais l'année prochaine, on les aura encore, ces élèves-là. Est-ce que vous ne pourriez pas proposer quelque chose, une piste d'action concrète en lien avec cette problématique qu'on rencontre? Et là, je pense que ça pourrait se coller assez facilement. Assez facilement, on s'entend avec toutes les problématiques de terrain. Que ça pourrait... Bon, on peut en discuter, hein, si vous avez des idées, c'est avec plaisir qu'on discute ensemble. Moi, j'ai une question, merci beaucoup pour votre présentation. Mais ma question, si j'ai bien entendu que pendant l'évaluation, il y a des équipes internes, mais il y a aussi des équipes externes. Et je trouve que c'est vraiment la force de ce projet aussi, qu'il y a des équipes externes qui évaluent. Mais ma question, c'est quel est le profil de ces équipes externes, vu que c'est des projets émanant des étudiants multidisciplinaires. Du coup, c'est quoi le profil de ces équipes externes alors? Merci beaucoup. Caractérise ce jury externe. Déjà, ce sont des experts dans le domaine, enfin, dans l'un des domaines triades. Par exemple, on a un expert ingénieur, on a un expert en business, on a un expert en choix, etc. Premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un entrepreneur. Donc, lui, il s'est prêté à l'exercice à un moment donné de trouver une solution, de développer une solution à une problématique qui est réelle. Et lui, il est passé en fait par toutes les étapes que les étudiants ont dû suivre. Donc, identifier une problématique, faire une enquête de terrain, confronter leur problématique à la réalité, enfin, leur solution à la réalité. Et voilà, ce sont des gens qui ont de l'expérience dans cette démarche de passer d'une idée à une solution.
c'est ce qui caractérise, enfin, voilà. C'est pas par rapport au projet monté, alors. Non, c'est pas lié C'est par rapport au processus au procédé, c'est ça. Au final, est-ce que ce que vous me proposez, ce que vous présentez à moi, me convainc? Est-ce que je trouve qu'effectivement, vous répondez à la problématique? Est-ce que j'ai envie de vous soutenir? Vous expliquiez au tout début que les ressources étaient un critère pour déterminer le projet. Est-ce que c'est vraiment une nécessité? Est-ce que dès le début, ils doivent avoir toutes les cartes en main pour mener à bien leur projet? Ou est-ce que c'est des choses qui peuvent aussi s'acquérir en cours de route? Et si oui, comment? L'approche que eux vont suivre, c'est basée sur la neurostimulation, la stimulation de nerfs. Évidemment, ils ont besoin de contact médecin pour que le médecin donne une expertise à ce niveau-là, déjà pour qu'ils puissent confronter leurs idées, pour qu'ils puissent donner plus d'informations aussi, qu'ils puissent compléter les idées, mais voilà, qu'ils collaborent avec eux pour pouvoir au final les aider à atteindre la solution. Je ne pense pas que j'ai dans le slide ici, mais c'est valable pour tous les projets. Ils ont besoin d'une expertise que eux n'ont pas a priori, ils ont besoin de contacts qui ne passent pas juste par Internet ou la littérature. Ils doivent rencontrer des gens qui sont sur le terrain et qui vont leur donner ces informations. Et s'ils ne les ont pas, au final, est-ce qu'ils peuvent valider une problématique? Est-ce qu'ils peuvent confirmer que le besoin est réel? Ils ont besoin de ces personnes-là pour pouvoir le faire. Mais ces personnes-là, ils peuvent les rencontrer et partir à leur recherche sans avoir déjà un réseau au début du projet qui va déterminer si on choisit ce projet-là ou un autre. C'est pour ça que donc on a ici la phase divergente, dans laquelle eux vont proposer des sujets et on va regarder pour le premier, est-ce qu'a priori il y a des contacts, mais ils ne sont pas obligés d'avoir des contacts directement avec eux, d'avoir un réseau déjà acquis. Mais est-ce qu'il est possible de contacter les personnes en question? Bon, si c'est le cas, super. Si c'est moins le cas, ça pèsera dans la balance quant au choix du projet. Il faut qu'au final, on s'assure quand même qu'ils vont vers un projet avec suffisamment de ressources et de contacts pour avancer. Donc, il y a une étape de filtrage ici qui prend en compte aussi ceci. Du coup, on va clôturer le temps questions, comme ça on peut se libérer. Et malheureusement, on n'aura pas le temps de faire toute l'animation du 30, donc on va la compacter en 5 minutes, si c'est possible. Je ne sais pas si vous connaissez le SWOT. C'est une technique d'animation, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, le S, c'est pour la force, et puis faiblesse, opportunité et menace. Et ici, le grand thème, c'était l'interdisciplinarité et l'interfacultaire. Donc, est-ce que, comme ça, sans concertation avec un groupe, vous avez des idées de force qui est l'interdisciplinarité ou l'interfacultaire? On en avait déjà une, est-ce que vous voulez la dire? Oui, la présence de l'équipe externe qui fait l'évaluation. Oui. La situation réelle et le fait de répondre à un besoin, c'est motivant, c'est le sens de l'activité. Mais c'est le côté réponse complexe, parce que je trouve qu'on est face à des enjeux globaux. Et le fait de pouvoir faire tomber les œillères et de penser au travers différentes disciplines, en fait, parce que souvent on aborde des solutions sans penser aux impacts dans d'autres secteurs d'activité. Donc la pensée complexe, la réponse globale, je trouve ça important dans le contexte actuel. On va passer aux faiblesses. Est-ce que vous voyez des faiblesses à l'interfacultaire? Oui. Institutionnel, très certainement. Pas simple de travailler avec d'autres facultés. C'est pour ça que vraiment, les professeurs et l'équipe, les professeurs sont volontaires, sont motivés, les assistants sont bénévoles. Donc, ce sont des gens qui sont motivés et qu'on sait qu'on peut compter sur eux. C'est lié à l'épistémologie propre à chaque discipline. Oui. Faire de la connaissance comme un juriste, c'est pas faire de la connaissance comme un ingénieur. Et donc, je me dis parfois, c'est évident de se rejoindre. Quoi. Vous aviez une autre idée? C'est ce que je soulevais tout à l'heure avec si on a des étudiants qui partent en cours de route, même si l'enseignant peut subvenir aux besoins, si un enseignant ou des assistants ne sont pas disponibles, ou par exemple pour l'aspect prototypage, je ne sais pas si un assistant pourra prendre le temps de mettre la main à la pâte, s'ils doivent s'investir. Mais justement, donc, je vais donner un exemple pour l'ingénierie. C'est moi qui suis en charge de la supervision, j'ai plusieurs casquettes. Mais par exemple, mes étudiants, je fais des points chaque semaine, voire chaque 2 semaines, face à face,
voilà, on essaye de poser les questions, on essaye de rester joignable aussi. Voilà, on essaye quand même de garder un contact de proximité, qui fait qu'on s'assure que l'étudiant, dans un premier temps, est sur les bonnes rails d'un point de vue technique, mais aussi est motivé, pas trop le fil, quoi. Et pour revenir à la difficulté d'un étudiant qui partirait en cours de route, on me mettrait plus dans menace que dans les faiblesses. Un étudiant qui j'ai plus envie ou je déménage ou autre, ce serait plus une menace, si ça vous convient. Oui, tout à fait. Ouais. Une autre faiblesse? La difficulté de s'entendre, 4 personnes qui doivent construire, co-construire, c'est facile. C'est justement notre objectif. Enfin, j'imagine que vous avez dû travailler avec des personnes avec qui vous vous entendez un petit peu moins bien. Ça arrive. Mais justement, il faut développer les armes, je vois que oui, mais il faut développer les armes et les outils pour pouvoir quand même répondre à la problématique et faire le job malgré ça, quoi. Et c'est ce qu'on essaye de leur transmettre ici pendant leur formation. Vu qu'on est dans les menaces, on va directement passer aux menaces. Est-ce que vous avez une autre menace en tête? Le nombre d'étudiants, quoi. J'imagine que s'il y a 200 étudiants qui s'inscrivent, ça devient difficile à... Oui, c'est ça. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, le format changerait, j'imagine, s'adapterait. Mais effectivement, on a quand même un nombre d'étudiants gérable. Pour du coup terminer avec les opportunités, donc potentiellement une idée pour vous et terminer sur une note joyeuse. Il y a la présence des investisseurs. L'industrie. Dans les opportunités, mais ça rejoint un peu la réponse complexe, mais c'est le fait qu'on est dans un monde de défis. Il y a une série de défis qui s'imposent à nous. C'est pas aussi prégnant il y a quelques années. Enfin, ils étaient déjà là, mais on les voyait pas, quoi. On va aussi reparler de l'écologie. Est-ce qu'on intégrerait l'écologie pour revenir aux questions qui étaient données dans le 20, donc dans les opportunités? Rajouter l'écologie. Je peux ajouter une précision pour ça. Oui. Déjà au niveau de la formation, typiquement, on fait ça de plus en plus en ingénierie appliquée, à l'ULB en tout cas. On essaye d'amener les notions d'écologie, de tout ça en fait, pendant la formation, dans le cadre de différents cours. Et ici, dans l'évaluation de l'ingénieur, on prendra en compte aussi le fait qu'il propose une solution d'un point de vue technique qui est durable, qui est durable et qui prend en compte ces différents aspects. Donc, par exemple, les aspects écologiques sont pris en compte, par exemple, du coup, au niveau des compétences de l'ingénieur et de ce qu'on attend d'eux. Tu veux dire au moment de l'évaluation, le niveau en considération. Au niveau de ce qu'on attend de lui, donc. Imaginez qu'il veut faire un prototype, il va utiliser un certain nombre de matériaux. Bon. On va veiller quand même à ce qu'il justifie le fait que les matériaux qu'il utilise sont considérés d'un point de vue écologique, durable. C'est quelque chose qu'on essaie aussi de transmettre dans la formation. Est-ce que par hasard, quelqu'un aurait quelque chose à rajouter avant de clôturer ce SWOT? Très bien. Opportunité, est-ce qu'on peut considérer comme opportunité la valorisation des recherches après parce que le projet continue, c'est pas pour tout. Donc c'est une opportunité. En tout cas, je vous remercie d'être présent.